électrique à l'intérieur de certains types de bâtiments. Ça va pas être tous. Mais tous les bâtiments qui vont être essentiellement métalliques, donc vous prenez une grande surface avec des bâtiments, souvent ce sont des bâtiments en tôle, vous prenez une maison, un immeuble voilà, qui a été construit avec du béton, vous allez avoir, les ondes vont avoir du mal à passer. Bon, et au passage, les jours d'orage, si vous voulez être en sécurité, on a dû vous dire qu'il ne faut pas vous mettre sous un arbre. Le meilleur endroit, le meilleur abri en cas d'orage, c'est dans une voiture, parce que vous avez une carcasse qui est métallique. Même si cette carcasse présente des ouvertures comme les vitres ou le fait qu'il y ait des pneus, même le fait qu'il y ait des pneus et que vous soyez isolé du sol, ça n'a aucune espèce d'importance. D'accord ? À ce sujet-là, vous avez peut-être dû voir il y a une photo qui est assez spectaculaire. Vous n'avez même pas forcément besoin d'avoir une carrosserie qui soit. Votre carrosserie elle peut avoir plein de trous. En fait, ça peut même être une grille. Et c'est suffisant. C'est les cages de Faraday, ça? Oui, c'est le principe de la cage de Faraday. J'entends plein de bip bip. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des problèmes. Ah oui, cette photo, comment je vais la partager? Je sais pas si c'est que pour moi, mais je vous entends des fois, j'ai l'impression que votre micro il se coupe. Alors, il se coupe, c'est possible. Je vais à ce moment-là descendre le. Ouais, c'est pareil pour moi. Ouais, j'ai dû remonter ouais, en fait. Ouais, voilà. J'ai dû remonter pour Christian le seuil de déclenchement du micro. Donc là, je viens de le changer. Vous devez peut-être mieux m'entendre. C'est pareil, mais normalement c'est pareil, mais c'est juste qu'on va voir si ça continue de couper ou pas. Alors, je vais remodifier. Après, souvent, enfin Discord, il y a le truc de détection de voix qui s'active tout seul. Parfois, ça marche un peu mal, ça fait des coupures. Moi, ce que je fais, c'est que je le désactive. Enfin, je mets un seuil de détection manuel et je le mets au minimum. Enfin, du coup, ça, on entend tous les bruits, mais par contre, il n'y a pas de coupure sur la voix. D'accord. Alors ça, c'était ce que j'avais fait il y a 5 jours, mais je l'avais monté. Donc là, je vais le redescendre. Tac. Là, il est descendu, donc ça doit être bon. Donc je vais essayer de partager l'image avec Discord. Alors, je suis désolé, je suis pas à l'aise. Alors ça, quand vous faites Go Live, vous sélectionnez dans l'onglet Screen directement Entire Screen. Là, ça doit être bon. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, vous voyez le principe de la cage de Faraday, la personne, elle est même simplement dans un grillage avec une maille de 10 cm par 10 cm de côté. Et à gauche, vous avez un générateur à sûrement 2 ou 3 millions de volts. Donc, vous voyez que malgré l'intensité importante du champ électrique, la personne, elle est intégralement protégée. Voilà, donc ça, c'est le principe. Donc, ça explique aussi pourquoi, quand vous allez monter les bêtes serveurs, vous allez avoir des centres, des data centers, ça va très souvent être placé dans des armoires métalliques ou dans des bâtiments métalliques. Voilà. Ça va jusque-là ? Ouais. Bon. Je vous cache pas que j'ai un peu de mal. C'est vrai que c'est pas évident quand on n'a pas les personnes en visuel. J'ai pas de retour. Du coup, c'est pas forcément évident. Du coup, on va rebasculer sur là. C'est en direct. Tac. Voilà. Donc pour ce slide-là, je passe. Donc s'il y a une chose que vous devez retenir, à l'intérieur d'un conducteur, vous n'avez aucun champ. Pourquoi il me relance PowerPoint là ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Vous n'êtes pas les seuls à avoir des bugs, moi aussi. Tac. Récupération de documents, super. Monsieur, juste quand vous allez sur Go Live, vous streamez le PowerPoint ou vous streamez votre écran actuellement ? Bonne question. Parce que c'est peut-être ça qui... Alors j'arrête de streamer, je relance. Je choisis une application, pas l'écran. Ouais, ben non, faites l'écran, c'est meilleur. C'est meilleur de faire l'écran. Et ben, ouais, ça bug moins. Oui. Non, c'est pas le bon screen. Tac. Passer en direct. Voilà. Donc là, ça veut dire que vous voyez le Discord là actuellement. Ouais. Et là, le PowerPoint. Là, ça charge plus vite en plus. Ah bon, bah très bien. Bon, bah n'hésitez pas. Voilà, je suis novice. Autre aspect important que Monsieur Antérion a dû vous expliquer, je remonte un petit peu au-dessus.
Le phénomène d'influence électrostatique, est-ce que c'était quelque chose que vous avez compris, ça ou pas? Donc, le phénomène d'influence électrostatique, ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe. Alors, vous avez souvent, on vous dit que le signal ADSL, au bout de 4 km, il a été atténué très fortement, c'est plus possible de recevoir la télévision, etc. Donc ça, c'est dû au fait que, alors c'est plutôt la fin du chapitre, que voilà, on vous explique collège, lycée, le fil, c'est un conducteur qui est fait de cuivre. Le cuivre, il n'a pas de résistance, même si c'est pas vrai, il a une résistance très faible, presque nulle, mais non nulle. Et en fait, on verra aussi à la fin du cours qu'il n'a pas seulement une résistance, en fait, il a aussi une capacité et il a aussi en fait une inductance. Et que ces paramètres, s'ils sont négligeables sur un fil d'une longueur de 1 mètre, en fait, au bout de 4 km, ils ne sont absolument plus négligeables et ils sont pour 95% responsables des limitations des télécoms actuels. Donc, le phénomène d'influence électrostatique, vous êtes peut-être amusé à ça, quand vous êtes au collège, vous prenez une règle, vous la frottez avec un mouchoir, vous approchez la règle près de votre peau et puis normalement, vous avez les poils qui se lèvent tout seuls. Voilà, donc vous avez ce que tout le monde appelle dans le jargon l'électricité statique. Ça vous parle, ça ou pas? Ouais. Voilà. Alors, le phénomène voilà, d'électricité statique, c'est que vous allez frotter, vous avez votre règle qu'elle soit en plastique ou en métal. En la frottant, vous allez en fait arracher des électrons, soit à la règle, soit vous allez arracher des électrons au tissu. Ça va dépendre des matériaux. Et votre règle, du coup, par exemple, vous imaginez votre règle, voilà, vous avez frotté avec un chiffon, vous avez arraché des électrons. Donc, du coup, la règle va être chargée positivement. Est-ce que vous voyez mon curseur de souris? Ouais. Oui, on voit. Donc, vous allez approcher la règle de votre peau. Et du coup, les poils, ça tombe bien, j'ai un rond ici. Les poils sont circulaires. Les poils, quand ils vont s'approcher de la règle, qu'est-ce qui va se passer? Les charges positives vont vous allez avoir en fait ici des atomes qui sont électriquement neutres, mais du coup, la proximité de charges positives va produire une force de répulsion sur les charges positives qui vont venir migrer de ce côté-là. Et donc, vous allez avoir un déficit de charges positives ici qui va entraîner, du coup, une accumulation, enfin pas une accumulation, vous allez avoir vous allez avoir pas assez de charges positives de ce côté, donc un excédent de charge négative, et de l'autre côté, vous allez avoir un excédent de charge positive. Donc ça, on appelle ça l'électrisation par influence. Voilà. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que si au lieu ici d'avoir une règle, vous avez en fait un deuxième conducteur électrique, d'accord? Parce que votre ligne téléphonique, c'est quoi? C'est une paire torsadée, une paire cuivrée. Vous avez un fil ici, vous avez un deuxième fil à côté. Et bien en fait, le fil qui est à côté va, de manière électrostatique, influencer le fil à proximité. Donc, vous pensez que vos deux fils sont totalement indépendants. En fait, ils ne sont pas indépendants. Il peut y avoir une influence entre les deux, ce qui va se traduire par une atténuation du signal. Donc, ce phénomène d'influence est à la base d'un composant qu'on vous a introduit en première année, qui est le condensateur. Le condensateur, c'est, je vais le trouver ici. Alors là, c'est schématisé sous forme de 2 plaques que vous allez raccorder à un générateur ou à une source de tension continue. Vous allez imposer un potentiel. Alors, on vous dit au collège que le courant électrique part de la borne plus vers la borne moins. Vous allez avoir ici une plaque qui va être chargée positivement et par influence, l'autre va être chargée négativement. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un condensateur. Mais de la même manière, votre paire torsadée de fil téléphonique, si vous avez un fil qui est chargé plus, par influence, l'autre côté va se charger moins. Donc, un conducteur va influencer le conducteur d'à côté. Ça, c'est le gros défaut de tout ce qui va être les transmissions télécom sur paire cuivre, que ce soit le câble Ethernet ou que ce soit la paire téléphonique pour la DSL. C'est un problème, un défaut que vous n'aurez pas avec la fibre optique. C'est le gros avantage en fait même de la fibre optique. C'est que vous pouvez mettre 20 fibres côte à côte, il n'y a aucune interférence entre les fibres. Vous mettez 300 paires téléphoniques dans un câble, les 300 paires vont forcément s'influencer entre elles.
Est-ce Donc voilà. que c'est pour ça que dans les endroits où, par exemple, les villes ou quoi, les lignes ADSL sont souvent moins performantes que, par exemple, quelques lignes perdues à la campagne, quoi. Exactement, exactement pour ce motif-là. La proximité en ville, vous allez avoir des fourreaux de câbles qui vont contenir 300-400 paires. Et donc, vous avez un risque d'influence qui est beaucoup plus important. Et en fait, ce phénomène, vous avez dû le voir avec Denis, le fait que vous pouvez avoir dans certains cas, en fait, sur une ligne téléphonique, vous pouvez entendre la conversation de votre voisin, d'un autre abonné. Ce qu'on appelle le phénomène de diaphonie. Est-ce que vous avez entendu ce terme avec Denis? Oui, on en a entendu parler. Ouais, Voilà. il nous en a parlé un peu. Voilà. Donc, ce qu'on appelle ce phénomène de diaphonie, c'est le fait qu'une ligne téléphonique le signal d'une ligne téléphonique va en fait se retrouver sur une autre ligne téléphonique. Et ça va se faire par diaphonie qui peut être capacitive, si on met en jeu le champ électrique, comme c'est le cas sur le slide, ou ça peut être une diaphonie inductive, on le verra après, si c'est le champ magnétique qui va aller influencer le conducteur qui est à côté. Voilà. Et plus votre ligne va être longue, plus vos lignes vont se retrouver côte à côte sur une longue distance, ce qui a de fortes chances d'être le cas en ville, puisque qu'est-ce qu'on fait sur une rue ou sur un quartier? On va faire partir un câble avec plusieurs lignes. Vous allez avoir ces lignes qui vont se retrouver côte à côte pendant 500 mètres, 1 kilomètre. Et donc, vous allez avoir une diaphonie plus importante. Et c'est ce qui fait que souvent, on pourrait se dire, oui, mais si le signal ADSL il est atténué au bout de 3-4 km, je pourrais très simplement augmenter la puissance d'émission dans le central téléphonique. Mais si vous augmentez la puissance délivrée par l'ADSL sur la ligne, vous risquez de perturber encore plus les lignes qui sont à côté. Donc c'est un équilibrage qui est complexe. Ça va jusque-là? J'ai plus personne. Si, c'est bon. Ouais, d'accord. ça va. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions sur tout ce qui est champ électrique? Sinon, je vais repartir un petit peu sur tout ce qui va être plutôt champ magnétique. Personnellement, ça va. Bon. Donc là, j'essaye d'être le plus pratique, le plus pragmatique possible. Je vais plutôt profiter de la séance d'aujourd'hui pour faire de la physique un peu plus appliquée et pas être trop dans le cours. Deuxième aspect, alors en première année de DUT, comme c'est d'ailleurs souvent le cas dans l'enseignement supérieur, on sépare les champs électrostatiques, on va séparer tout ce qui est électrostatique de tout ce qui est magnétostatique. En fait, ces deux champs, normalement, ne sont pas indépendants, ils sont liés, et c'est ce qu'on, en deuxième année, mais on ne le fait pas à l'IUT, on aborde à ce moment-là ce qu'on appelle les champs électromagnétiques. Parce que vous avez dû voir dans le cours avec Benoît, en fait, un champ électrique peut induire un champ magnétique et inversement. Les deux champs, on dit qu'ils sont couplés, ils ne sont pas indépendants. Nous, en première année, comme on s'intéresse exclusivement à des phénomènes statiques, les conducteurs sont immobiles, l'aimant il est immobile, il n'y a pas de lien entre les deux. Il ne peut y avoir un champ électrique peut entraîner un champ magnétique ou inversement que s'il y a variation, soit en termes spatial, donc un mouvement, soit vous avez une variation en termes dans le temps, donc quelque chose de temporel. Et j'en dirai pas plus sur le sujet. Vous le savez, je vais juste en parler. La première source de champ magnétique, j'espère que vous le savez, c'est la Terre. Vous avez tous au moins, je pense, utilisé la boussole dans votre vie. Alors, contrairement à ce qu'on pense, quand on dit que la boussole indique le pôle Nord, en fait, le pôle Nord, c'est un pôle Sud magnétique. D'accord? Alors, ça a des raisons historiques. C'est que on appelle ça le pôle Nord parce que dans la boussole, le petit aimant, en fait, le nord de l'aimant de la boussole indique le nord de la Terre. Mais forcément, le pôle nord de l'aimant, il est attiré par un pôle opposé. Donc sur la Terre, c'est forcément un sud magnétique. Est-ce que vous avez une idée de l'origine de champ magnétique? Est-ce que vous savez s'il a une utilité? Oui, Ça c'est vient. un bouclier magnétique qui permet de protéger de tout ce qui est vent solaire, etc. C'est pour nous protéger la Terre. C'est pour protéger effectivement la Terre. S'il n'y avait pas de champ magnétique, qu'est-ce qui se passerait?
On serait pas là. Voilà, c'est bien résumé. Ça serait Mars. Alors, sans être Mars, on dirait plus simplement, en fait, il n'y aurait pas de forme de vie sur Terre. Ce champ magnétique qu'on appelle aussi ceinture de Van Allen, effectivement, est un bouclier, un déflecteur qui a pour rôle d'arrêter tous les rayonnements ionisants émis par le Soleil, et en particulier et surtout lors des périodes d'éruption solaire. Donc la couche d'ozone a pour rôle de filtrer les ultraviolets, qui sont nocifs pour la peau, puisqu'ils peuvent entraîner des mutations génétiques. Et s'il n'y avait pas ce champ magnétique, on aurait plein de rayonnements irradiants qui entraîneraient très rapidement une destruction des cellules. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, ce champ magnétique, il n'est pas uniforme, comme vous le voyez. Le champ magnétique forme des boucles concentriques, ça c'est une règle, toujours. Et en fait, il présente 2 points faibles. L'endroit où ce champ est le plus faible, c'est au pôle nord et au pôle sud. Et de temps en temps, en fait, il y a des particules à haute énergie qui arrivent à rentrer parce que le champ est plus faible. Et en pénétrant dans l'atmosphère, ces particules à haute énergie vont céder leur énergie aux molécules atmosphériques. Voilà, ce qui va entraîner une ionisation avec émission de lumière, et c'est les fameuses aurores boréales. Voilà. Donc ça explique ce phénomène, bon, qui est magnifique, même si personnellement j'en ai jamais vu. Voilà. Deuxième point qui va être important à traiter. Donc, de mémoire, il me semble que Benoît Antérion s'est arrêté sur la loi de Biot-Savart ici, page 106. Alors, la loi de Biot-Savart, j'en parlerai pas. Ce que vous avez dû voir dans le cours, à chaque fois, c'est la difficulté de tout ce qui va être un peu la physique des champs électriques et magnétiques. Les formules sont très vite compliquées. Les calculs sont encore plus compliqués, puisque souvent, ça va vous allez être obligé, si vous voulez faire des calculs rigoureux, à effectuer des intégrales simples, doubles, voire triples. C'est pour ça qu'en fait, en pratique, on n'utilise quasiment jamais ces formules directement. On va préférer des théorèmes qui vont, sous réserve d'hypothèses souvent simples, vont vous permettre de faire les calculs beaucoup plus rapidement que par ces formules qui sont extrêmement compliquées. Donc sur le champ électrique, vous avez dû voir un premier théorème qui était le théorème de Gauss. Voilà. Et au niveau des champs magnétiques, vous avez un théorème qui est son équivalent, qui va être le théorème d'Ampère. Alors au passage, j'en profite pour faire une remarque. Je vous ai dit les champs. Alors ça va être comme en électronique. Je vous avais dit inductance, condensateur, courant, tension. On a à chaque fois des formes duales. On a un passage de l'un à l'autre. Chose assez étonnante, dans l'électromagnétisme, on va retrouver le même phénomène. On a une dualité en fait entre le champ électrique et le champ magnétique. Des formules qui pour vous, a priori, sont différentes, mais en réalité, il y a une certaine logique dans ces choses-là. Est-ce que M. Antérion vous a expliqué l'effet Hall? Est-ce qu'il vous a fait la démonstration? Ouais, mais ça fait... Oui ou non? Je crois pas. Non, il ne vous l'a pas fait? Pas non plus. Alors, je le ferai plus tard parce que en audioconférence, ça va être compliqué à expliquer. Il faut faire un schéma. Capteur à effet Hall, est-ce que vous en avez entendu parler? Ah, je me demande s'il nous en a pas parlé. C'était pas un espèce de truc bizarre avec tout plein d'ailettes pour détecter des mouvements? Tout plein d'ailettes pour détecter des mouvements. Non, Enfin, ça, c'est les capteurs d'accélération. Ce sont des capteurs micromécaniques. Oui. Alors, ça existe, effectivement. C'est basé sur le condensateur. Vous allez avoir sur le silicium, on va graver effectivement 2 ailettes avec un intervalle. Et alors, c'est ce qu'on trouve dans toutes les voitures pour déclencher l'airbag. Et ces ailettes peuvent se déplacer, et en se déplaçant, on va réduire l'intervalle entre les ailettes, on va réduire la proximité entre les ailettes, donc on va modifier la capacité de ce composant, de ce dipôle. Et si on est capable de mesurer la capacité, on est capable de mesurer le mouvement des ailettes, et donc d'en déduire la vitesse ou l'accélération. Voilà. Donc ça, effectivement, il y a beaucoup d'accéléromètres qui sont basés sur ce principe-là.
Alors, l'effet Hall, ça, c'est tout à fait autre chose. En fait, l'effet Hall, c'est quasiment le seul capteur qu'on a aujourd'hui pour mesurer en fait les champs magnétiques. Et la version la plus basique de ce capteur-là, vous l'avez c'est les têtes des disques durs. Un disque dur, c'est un disque magnétique. Et pour venir lire, si c'est un 0, c'est 1, on vient lire s'il y a un champ magnétique nord ou un champ magnétique sud. Donc, toutes les têtes magnétiques des disques durs sont basées sur ce principe-là. Enfin, étaient basées sur ce principe-là. Depuis une dizaine d'années, il y a un principe qui a été développé, enfin inventé, découvert par des Français, qui est beaucoup plus performant. Et c'est grâce à ce principe-là que la capacité des disques durs, elle a explosé ces 5 dernières années. Voilà, aujourd'hui, vous trouvez des disques de 4 téraoctets. Avant, ça ne dépassait pas les 40-50 gigas. Et suite à cette découverte, voilà, on a multiplié les capacités de ces disques durs par des facteurs compris entre 10 et 100. Donc, Loïc Buet Savard, je passe. On va continuer à partir du slide 109. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Non. Je vérifie si tout le monde est encore là. J'ai perdu personne. Impeccable. Là, vous avez sous les yeux le champ magnétique qui est créé par une spire. Alors, attendez. Est-ce que Monsieur Antérion vous a expliqué la règle de la main droite ou la règle du petit bonhomme d'Ampère? La main droite, pour c'est faire quand on fait les les 3 axes, directions. Alors, c'est le schéma que vous avez ici. Voilà. Oui. Alors, ce qu'il faut, je vais essayer de vous. Bon, je vais essayer de vous. Attendez, je vais trouver une autre figure, ça va être plus simple. On va se mettre là. Champ magnétique du fil infini. On va partir du cas le plus simple qui est le fil infini, parce que c'est le cas du champ du magnétique de base. Voilà. Ici, parfait, cette figure-là. Vous imaginez, donc vous avez votre main droite, d'accord? Vous ouvrez tous les doigts. Bon, voilà. Votre pouce, vous le mettez. Donc là, vous voyez tous le schéma sur la droite avec le fil et le courant I qui va vers le haut. Oui ou non? Oui. Voilà, vous le voyez. Donc, votre pouce, vous le mettez dans le même sens et la même direction que le fil. Donc, votre pouce, il doit être levé vers le haut avec votre main droite. Si vous êtes gaucher, vous utilisez votre main droite, peu importe. Vous mettez donc votre pouce vertical et en fait, les doigts de votre main, vous les faites tourner autour du pouce. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, les doigts de votre main, ils suivent. Les doigts de votre main vont venir suivre la ligne de champ magnétique. Donc ça, c'est un moyen très simple et très facile de trouver la direction de votre champ magnétique. Votre pouce suit le courant et en faisant pivoter votre poignet, vous faites tourner votre main. Votre main, elle vous donne la direction des lignes de champ magnétique. Je vais voir fil infini main droite si je ne trouve pas une figure. Voilà, celle-ci. Tac, ça c'est bien. Donc vous voyez le principe, votre pouce suit la direction du courant et votre main droite, elle vous donne la direction. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne tout le temps, en toutes circonstances. Je préfère cette méthode-là à la méthode dite celle qui. Alors, je vous avais mis dans le slide, il y a 3 méthodes. Vous avez dû avoir logiquement. C'était voilà, pour le produit vectoriel. Il y a 3 méthodes qui sont connues. Il y a les 3 doigts de la main droite. Honnêtement, à moins d'être contorsionniste, c'est assez compliqué à utiliser. La règle du tire-bouchon, ça c'était plus pour les années 50-60. Voilà. Moi, ce que j'utilise depuis très très longtemps et que je trouve très très efficace, voilà, c'est la méthode dite de la main droite. Donc voilà. Alors ce qui est intéressant, on le verra aussi après, c'est que ça fonctionne aussi avec le solénoïde. Si votre fil il est orienté dans l'autre sens, et ben à ce moment-là, votre pouce, vous le mettez vers le bas, tout simplement. Quelle que soit l'orientation de votre fil, votre pouce, il va dans la même direction et le même sens. Beaucoup plus pratique à utiliser que ça. La spire, ça va être quoi? La spire, c'est que votre fil,
vous allez le tordre et vous allez le reboucler sur lui-même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la spire élémentaire. Et là, alors c'est pareil, si vous faites la règle de la main droite, vous mettez votre pouce vers le haut, votre main, elle va tourner comme ça. Et la spire, il y a quelqu'un qui frappe? Non, j'ai entendu frapper. Donc là, vous avez la spire. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces lignes de champ, en fait, vous les avez tout autour du fil. Et donc, donc vous avez, voilà, vous imaginez que chaque petit morceau de fil crée son champ magnétique. Et donc, si vous additionnez tous les bouts de fil, vous additionnez tous les petits champs magnétiques qui sont autour. Et donc, en les additionnant, vous allez obtenir un champ global. Oui, elle s'appelle Sophia Gernig. Théo, mieux de toi. Vous voulez que... Donc, vous allez avoir toutes ces lignes de champ qui vont s'additionner et le champ que vous allez globalement obtenir, c'est celui-ci. Alors, il y a plusieurs remarques qui peuvent être faites. La première, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une caractéristique fondamentale des lignes de champ magnétiques. Une ligne de champ magnétique, elle est toujours rebouclée sur elle-même. D'accord? Elle n'est pas divergente. Alors que c'est complètement à l'opposé d'une ligne de champ électrique. Une ligne de champ électrique, jamais elle ne coupera une autre ligne de champ ou jamais elle ne se rejoindra. Regardez, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez la règle de la main droite, cette fois, vous imaginez que votre main, elle suit la spire, votre pouce, il va indiquer le champ B. Si votre courant I était dans l'autre sens et que vous suivez avec vos 4 doigts de la main la spire, votre pouce indique le champ B dans l'autre sens et en fait, il indique le pôle à ce moment-là nord. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que la main droite, vous pouvez l'utiliser avec un fil rectiligne infini pour trouver les lignes de champ. Et dans le cas de la spire, avec votre main, vous suivez le courant I et votre pouce vous donne la direction du champ B. Donc, une seule règle pour tous les cas de figure. Dans ce cours, ce que vous avez à connaître, normalement, vous devez connaître les lignes de champ, les cartographies de champ élémentaires. Donc, dans le cas du fil infini, vous devez connaître la forme des lignes de champ. Vous devez être capable, si je vous le demande, de me la donner. Et dans le cas de la spire et du solénoïde, vous devez être capable, voilà, si je vous dessine la spire, de me redessiner les lignes de champ. D'accord? Ce slide-là, je ne vais pas en parler. On va passer dessus. C'est la définition de l'ampère. Vous avez peut-être toujours demandé d'où venait l'ampère. Bon, c'est déterminé de manière un peu particulière. Voilà. Donc pour revenir, oui. Et pour les exercices, je sais que vous n'êtes pas chargé de ça, mais concrètement en exo, dans quel cas on va utiliser ça en fait? Donc dans les exercices en TD, vous avez normalement un certain nombre d'exercices où on va vous proposer des situations, où on va vous donner vous allez être amené à mener certains calculs. En sachant qu'avec M. Antérion, on ne sait pas encore si les TD qui manquent, on va les annuler ou pas. Mais dans le TD, par exemple, ce slide-là, il y a des exercices d'application. Voilà. Oula, ok. Alors, la formule, vous inquiétez pas. Elle a l'air compliquée, elle n'est pas tant que ça. D'ailleurs, ce que vous verrez après, c'est que les exemples sont toujours fournis sur des cas simples. Ça, par exemple, ce que vous avez sur ce slide-là, c'est ce qui se fait en BTS de première année. Donc, sachant que le BTS, normalement, est à un niveau quand même en deçà d'un DUT. Voilà, on est vraiment sur des cas qui sont simples. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la difficulté qu'on a avec tous ces champs, c'est que moi, si je vous dis, voilà, on a une spire, la forme élémentaire du champ, c'est ça, calculez-moi le B total. Donc, je vous dis, il y a ça, et moi, je veux que vous me calculez le B total. Bon, Pardon. Je pense que si je vous demande de faire ça avec la loi de Biot-Savart, j'ai plus personne. Et puis, comme je vous ai dit, les calculs, on peut les faire, mais ils sont compliqués. Ce qui fait que on n'utilise quasiment jamais cette formule. On va utiliser des théorèmes qui sont beaucoup plus simples. Et en particulier, on a un théorème qui existe,
Il a été démontré, je ne vous ferai pas la démonstration, ce n'est pas l'objectif, d'accord? Ce théorème, il nous dit quoi? Alors, je vais vous l'illustrer, on va commencer par l'exemple. On va définir en physique une notion, qui est en fait une notion mathématique qu'on appelle la circulation. En fait, la circulation, c'est quoi? C'est tout simplement la longueur de votre contour. C'est un terme, voilà, c'est un mot de vocabulaire. On pourrait, dans le cas d'un rectangle, on appellera ça le périmètre. Dans le cas d'un cercle, on appellerait ça comment? Comment vous appelez rayon. Un rayon. Non, la longueur du cercle. Le diamètre. Non. Le périmètre. Le diamètre. Non. Non. Bah non. Le rayon, c'est la longueur entre le centre et le cercle. D'accord? Le diamètre, c'est la distance. Oui, je l'ai entendu. La circonférence? C'est la circonférence. Voilà. Donc, sur des polygones, on parle de périmètre. Sur un cercle, on parle de circonférence. Mais dans un cas plus général, si on prend un contour, une trajectoire toute tordue, on appelle ça en fait la circulation. La circulation, c'est tout simplement en fait la longueur que vous avez parcourue le long de votre chemin. D'accord? Donc, c'est un mot de vocabulaire qui paraît compliqué pour désigner tout simplement la longueur du chemin parcouru. Le théorème d'Ampère, il est assez rudimentaire. Il vous dit tout simplement que la longueur de votre chemin multipliée par le champ magnétique que vous aviez en tout point du chemin, c'est proportionnel à tous les courants qui passent dans mon disque, qui est ici. Ce cercle-là, ça délimite le bord d'un disque. Donc, vous avez ici un cercle qui est une longueur. Et là, vous avez une surface qui est un disque. Donc, tous les courants qui passent dans le disque, le champ magnétique créé, il va être proportionnel à ce courant. Et il est proportionnel de la longueur, en fait, de votre circonférence. Ce théorème, il est, voilà. La circulation, elle est proportionnelle au courant qui circule, j'ai inversé, au courant qui circule dans le disque. D'accord? Donc, votre circonférence, elle délimite une surface qui est un disque. Voilà. Tous les courants qui passent dans le disque vont créer un champ qui va être lié à la circonférence. Du coup, cette formule, vous voyez, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que on a remplacé une formule compliquée avec potentiellement deux intégrales par une formule qui met finalement en jeu quoi? Tout simplement, la seule chose que vous avez à calculer, c'est la longueur de votre figure géométrique, c'est-à-dire la circonférence du cercle, ce qui normalement est à votre portée. D'accord? J'ai été clair ou pas? Yes. Ouais. Enfin, moyen, mais vous pouvez pas faire mieux de toute façon. Donc, ouais, c'est pas bon. grave, c'est pas grave. On fera avec. Alors, après, ce qu'on aura la possibilité éventuellement de faire, c'est quand il y aura la reprise à la fin du confinement, je pourrais toujours trouver après 1 heure dans l'emploi du temps éventuellement pour repréciser ces notions-là. Je suis en train de penser, est-ce que éventuellement circulation en physique, est-ce que j'aurais pas une image qui soit un petit peu plus claire? Alors, je vais pas traiter de circulation sanguine. Bon, Google est un peu avare. Alors, bon, on va le traiter éventuellement sur un ou deux exemples, de toute façon. Donc, pour terminer, ce que je vais bien préciser par rapport au théorème d'Ampère, il y a deux choses que vous calculez. C'est d'une part, voilà, la circulation, c'est le produit de votre champ B multiplié par la longueur du cercle. Et cette quantité-là, elle est aussi égale, elle est aussi proportionnelle au courant I. Ce qui fait qu'en fait, globalement, vous avez mu0I égale 2πr fois B. C'est ça, le théorème d'Ampère. D'accord? Donc, vous avez une proportionnalité entre ces deux paramètres-là.
Et vous voyez que du coup, ça vous permet de calculer le champ B selon une loi qui est relativement simple. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est que regardez ce qui se passe. Plus le rayon R il augmente, que fait le champ B? Plus votre point M il est loin du fil, plus votre champ B il diminue. Et ce qui est intéressant de voir, ce que vous pouvez noter, c'est qu'il diminue avec un facteur qui est en 1 sur R. C'est-à-dire que le champ B est inversement proportionnel à la distance. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si vous regardez les formules habituelles, normalement, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que aussi bien pour le champ électrique que pour le champ magnétique, habituellement, le champ, il diminue selon quel coefficient? R carré. Ouais, normalement, il diminue au R carré. Ça veut dire que si vous doublez la distance, vous divisez le champ par 4. Le fil, lui, en termes de résultat, est une exception, on va dire, dans le sens où le champ ne diminue pas aussi vite que dans les cas traditionnels. Et donc, ça explique finalement pourquoi, quand vous avez deux fils côte à côte d'une paire torsadée, l'influence est finalement aussi importante. Elle n'est pas, aussi négligeable que ça. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, ça explique aussi du coup pourquoi, pour rebondir tout à l'heure, votre paire torsadée, elle est très souvent aussi dans les câbles réseau. Qu'est-ce qu'on fait, cette paire torsadée? Elle va être mise dans quoi? Est-ce que vous connaissez différents types de câbles réseau, STP, FTP, UTP? Qu'est-ce qui est différencie? L'isolant. L'isolation. Ouais, l'isolation, mais il n'y a pas que ça. Que veut dire le S ou le F? Alors le S veut dire shielded, ça veut dire blindé. Donc typiquement, ça veut dire que dans notre câble, le câble réseau, chaque paire, on va l'entourer d'une feuille d'aluminium qui va servir de cage de Faraday, de blindage, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Le F, ça veut dire que par contre, les paires ne sont pas blindées, mais c'est l'ensemble du câble qui est dans une feuille en aluminium, ce qu'on appelle du folded, F-O-L-D-E-D. Voilà. Et puis vous avez le SFTP, c'est le top. Chaque paire est blindée et l'ensemble des paires est blindé. Bon, je vous laisse imaginer que plus vous avez de blindage, plus ça coûte cher. L'aluminium, c'est pas donné. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que des fois, vous voyez des gens mettre du papier aluminium autour d'un équipement pour se servir comme blindage. Le solénoïde, je vais passer dessus. Voilà. Alors, on va aller au plus simple. Ah, j'entends quelqu'un qui tape. Prends des notes. À votre avis, c'est pas moi, malheureusement. Ouais, non, mais c'est pas grave. J'ai une question à vous poser. Là, on a le schéma pour une spire. Si vous mettez 10, 20, 30, 50 spires, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que vous mettez 50 spires, finalement, on va le présenter. Ah bah si, vous voyez mon écran, donc c'est bien. Donc, du coup, je vais revenir là. Vous accolez 50 spires côte à côte. Déjà, ça vous fait penser à quoi? Est-ce que vous n'avez pas déjà rencontré ce système-là dans la vie de tous les jours? Un câble. Ouais. Est-ce que si je vous parle d'électroaimant, ça vous dit quelque chose? Ça sert à quoi? Ah, ça sert à quoi? Vous avez jamais regardé dans une casse automobile avec quoi on soulevait les voitures? Ah mais oui, ok. Voilà. Okay. Donc le principe de l'électroaimant, voilà, en fait, vous créez un solénoïde. Un solénoïde, ça va être un assemblage de spires. En fait, une spire va créer un champ magnétique. On pourrait faire le calcul. C'est prévu que vous le fassiez en télé. Vous allez avoir un champ magnétique qui va peut-être valoir 5-10 fois le champ magnétique terrestre. C'est pas important. Par contre, si vous mettez 10 spires, eh ben, qu'est-ce qui va se passer au niveau du champ magnétique? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure en fait? La spire, c'est quoi? La spire, c'est que le fil infini, on le prend et on le referme sur lui-même. Donc tous les petits champs magnétiques créés par chaque morceau de fil, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'accumulent. Alors je n'emploierai pas le terme ils s'accumulent. Ils s'amplifient, sinon.
Non, ce n'est pas un amplificateur. Ils vont s'additionner. Ils vont s'additionner au sens vectoriel. Je vais additionner tous les petits vecteurs champs magnétiques. Donc, tous ces champs magnétiques s'additionnent pour donner un champ ici qui est plus important. En fait, la spire va avoir pour effet tous ces petits... Alors, ce champ-là, il va s'additionner avec personne. Par contre, regardez au centre, ce qui est intéressant, c'est que ce champ-là, le champ qui est ici, il va s'additionner. En fait, il va additionner le champ qui est produit là, qui est produit là. En fait, au centre de la spire, tous les petits bouts de fil qui vont créer un champ magnétique, ce champ est dans l'espace. Vous allez créer un champ magnétique en tout point, mais au centre de la spire, c'est l'endroit où tous les champs magnétiques créés par tous les petits bouts de spire vont s'additionner. Donc ici, vous allez avoir un champ magnétique qui va être beaucoup plus important, qui va être concentré. Maintenant, si toutes ces spires-là, vous les mettez côte à côte, qu'est-ce qui va se passer? Selon le même principe que ce qu'on vient d'expliquer. Cette spire-là crée un champ magnétique. Cette spire-là va créer un champ magnétique. Celle-là va créer un champ magnétique. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Il va y avoir quelque chose de constant, peut-être. Alors, c'est une bonne remarque. Ça va être effectivement plus ou moins vrai. En fait, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le fil, on le ferme sur lui-même. Ça revient à concentrer le champ magnétique parce qu'on additionne tous les champs magnétiques élémentaires. Si je mets des spires les unes à côté des autres, il va se passer la même chose. Chaque spire va créer son champ magnétique, mais du coup, globalement, le champ magnétique résultant, ça va être la somme de tous les champs magnétiques individuels de chaque spire. À votre avis, si je mets 10 spires, qu'est-ce qu'on pourra dire du champ magnétique du solénoïde par rapport à une spire toute seule? Il est 10 fois plus grand. Voilà, le champ magnétique, effectivement, de 10 spires va être 10 fois plus important que le champ magnétique d'une spire. Et effectivement, dans le cas du solénoïde, toujours pareil, c'est valable. La règle, elle est valable au centre du solénoïde. Vous allez avoir un champ magnétique. Si vous avez 1000 spires, le champ magnétique va être 1000 fois plus important au centre du solénoïde. Ça explique pourquoi, chaque fois qu'on veut produire un champ magnétique important, on va toujours, en fait, mettre un nombre de spires important. On va faire ce qu'on appelle un bobinage. Et ça, on le verra plus tard. Si on veut concentrer encore plus le champ magnétique, il faut remplacer l'air par un matériau qui aura pour effet de concentrer les lignes de champ, des matériaux magnétiques comme le fer ou d'autres matériaux. Parce que en prenant le fer, ici, la valeur de ce coefficient-là, elle sera 1000 fois ou 1 million de plus élevée. Donc, vous aurez un champ magnétique qui sera 1000 fois ou 1 million de fois plus élevé. Voilà. Donc ça, c'est le principe du solénoïde. Solénoïde, vous le retrouvez dans les haut-parleurs, les tables à induction, les électroaimants, le vibreur de votre téléphone portable, les moteurs, on verra après, on retrouve de partout. Ça va jusque-là? Oui, ça va. Bon. Ça va. Ça va. Pour terminer, parce que je vois qu'il est déjà 14h50, on va aborder, je vais en parler après. Alors, je vous ai dit tout à l'heure dans le cours, tant qu'on s'intéresse à des situations qui sont entièrement statiques, dans le sens où il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de variation dans le temps, champ électrique, champ magnétique sont totalement indépendants. Il n'existe aucun lien entre les deux. Par contre, si vous avez une variation temporelle ou spatiale, c'est plus vrai. La preuve en est, c'est que vous avez dû voir, si vous avez un vélo, vous pédalez, votre dynamo, elle tourne. Quand la dynamo tourne, vous avez la lampe qui s'allume. Ce qui montre bien que, en fait, dans la dynamo, vous avez déjà vu comment une dynamo s'est fait dedans? Ou pas? Non, vous n'avez jamais vu. Alors, la dynamo, c'est l'ancêtre de l'alternateur. L'alternateur, vous en avez surtout, vous en avez un sur le scooter, votre tondeuse. Vous en avez dans tous les équipements, de toute façon, avec un moteur, vous avez une dynamo. La dynamo vélo structure interne, c'est fait comment? Ça ressemble à un moteur et qu'on fait fonctionner à l'envers.
Dans une dynamo, vous avez le galet qui est en contact avec la roue. Donc, quand vous pédalez, le galet tourne. Et vous allez faire tourner un aimant qui est cylindrique. Cet aimant, il est constitué en fait d'un pôle nord et d'un pôle sud. Et cet aimant, il va tourner en face justement d'un solénoïde ou d'une bobine. Et il s'avère que quand vous êtes à l'arrêt, si l'aimant ne tourne pas, le champ magnétique il est constant, à la fois dans le temps et dans l'espace, et il n'y a pas de courant électrique produit par la dynamo. Par contre, si ici, vous avez l'aimant qui tourne, vous allez voir apparaître une variation de tension, un courant électrique va apparaître en sortie de la dynamo. Et dès qu'on arrête de tourner, le courant disparaît. Donc ça, cette expérience-là, elle a été menée en 1840, c'est l'expérience de Faraday, qui a montré que tout déplacement d'un fil devant l'aimant engendrait un champ magnétique. Alors pourquoi il a fait cette expérience-là? Parce que c'est l'expérience de l'électroaimant. On s'est rendu compte que quand on fait passer un courant électrique dans un fil, on était capable de créer un champ magnétique. Et Faraday a eu la géniale idée de se dire, mais est-ce que l'inverse est vrai ou pas? C'est-à-dire, si j'ai un champ magnétique, est-ce que je peux créer un courant électrique? Alors la réponse, c'est, il y a eu plein d'expériences qui ont été faites, le résultat, il a été négatif. Et en fait, c'est vrai si le fil se déplace ou l'aimant se déplace. Et du coup, la question à se poser, c'est est-ce que c'est lié au mouvement du champ ou est-ce que c'est le fait que le champ magnétique augmente et diminue qui entraîne l'apparition d'un courant électrique? Alors, l'expérience qui a été après menée, c'est que si on déplace l'aimant ou qu'on déplace la bobine, peu importe, on a apparition d'un courant électrique dans la bobine. Ou l'autre solution aussi, c'est que si ici, on n'a pas un aimant, mais on a un autre électroaimant dont on fait varier le courant, en faisant varier le courant, on va faire varier le champ magnétique, et bien si on a une variation du champ magnétique, on a à ce moment-là l'apparition d'un courant électrique. Donc ça, c'est une démonstration fondamentale. C'est que ce qui est important, ce n'est pas le mouvement, en fait, c'est la variation du champ magnétique. La variation de courant crée un champ magnétique, inversement, la variation de champ magnétique va créer un courant électrique. Et aujourd'hui, les moteurs, les alternateurs sont basés sur ce principe-là. Et c'est ça qui a permis, dans les années 1900, l'ère industrielle avec la mécanisation de l'industrie. Alors, ça va jusque-là ou pas? Vous arrivez à suivre? Moi, j'ai perdu un peu. Ouais, perdu. Alors, expérience de Faraday. On va essayer de le présenter autrement. Je vous cache pas que c'est pas évident. Voilà, on est sur des notions c'est vrai que faire ça à distance, c'est un petit peu compliqué. Expérience de Faraday vidéo. Là, vous voyez, c'est bon? Ouais, on voit. Oui. Ouais. Donc, vous avez entendu. Hein, vous entendez aussi le son quand je mets la vidéo ou pas? Pas moi. Non, on n'entend pas. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont une bobine avec 1000 tours de fil de cuivre. Donc là, on n'est pas sur 10, hein, on est sur 1000. Donc ça veut dire que le courant électrique, si vous rentrez un courant électrique dans la bobine, vous aurez un champ magnétique 1000 fois plus important que si vous aviez une seule spire. Inversement, comme on l'a vu avec la dynamo, si une variation de champ magnétique doit créer un courant électrique, le fait qu'on ait 1000 spires, ce courant électrique sera 1000 fois plus important que si on avait une seule spire. Donc c'est en ce sens-là que, pas tout à l'heure, on m'a dit ça revient à amplifier. C'est un peu vrai, même si ce n'est pas le terme exact. C'est plus qu'en fait on additionne. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, ça permet d'amplifier. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un détecteur de courant. En fait, voyez-le comme un ampèremètre ou un voltmètre qui est gradué. Là, c'est un voltmètre qui va de moins 10 volts à plus 10 volts. Ça, c'est un aimant avec un pôle nord ici et un pôle sud qui est là. Et donc, l'aimant, quand on va le déplacer,
ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une variation. Voilà. Donc là, ce que voilà, la vidéo vous montre, c'est que quand la personne fait rentrer l'aimant dans la bobine, il apparaît une tension qui est positive. Et quand la personne retire l'aimant, la tension, elle est négative. Est-ce que ça, vous l'avez tous vu? Ouais. Ouais. Alors, pourquoi on a ce phénomène? Ce qui va se passer, c'est que quand la personne va rentrer l'aimant dans la bobine, qu'est-ce que va faire le champ magnétique à votre avis? Ça fait un peu comme l'effet Doppler, il se compresse un peu sur lui-même dans la direction où il va. Alors, c'est pas une histoire de compression ou d'effet Doppler, mais en termes de le champ magnétique, si vous voulez, en termes de, je sais pas, de valeur, de direction, de sens, qu'est-ce qui peut arriver qu'est-ce qui se passe du fait que vous déplacez l'aimant? Imaginez que vous êtes au centre de la bobine. Vous êtes un observateur au centre de la bobine et vous avez cet aimant qui s'approche de vous. Qu'est-ce qui va se passer? On va être attiré? Non. Non, parce que vous n'avez pas d'aimant, donc il n'y a pas d'attraction. L'aimant, qu'est-ce qu'il fait en soi? Quel est le rôle de l'aimant? Si on revient au début du cours. Il va charger positivement ou négativement Alors, les si vous dites chargé, ça veut dire que vous parlez de charge électrique. Or ici, on n'est qu'un aimant, on n'est pas avec des charges électrostatiques. C'est quoi un aimant? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui produit un aimant? Un champ Champ magnétique. magnétique. Très bien. Un aimant, effectivement, produit un champ magnétique. Donc, vous imaginez que vous êtes un observateur au pôle Nord et votre aimant, il se déplace. Qu'est-ce que vous pouvez dire du champ au centre de la bobine? Qu'est-ce qui fait le champ? Et il va varier. Il va varier, très bien. Si j'approche l'aimant, il va varier comment le champ? Le plus fort. Voilà, le champ va varier en augmentant. Par contre, si vous retirez l'aimant, qu'est-ce qui va se passer? Si on le retire, il n'y a plus rien. Eh ben, le champ, il va augmenter ou il va diminuer? Ah, il va diminuer. Il va diminuer. Voilà. Donc, ce que montre en fait l'expérience de Faraday, c'est que, je reviens sur la figure qui est là, c'est que quand vous approchez, en déplaçant l'aimant, vous l'approchez, donc vous augmentez le champ magnétique. L'augmentation du champ magnétique va se traduire par l'apparition d'un courant induit, parce que c'est un phénomène qui est induit par le déplacement de l'aimant. Donc l'augmentation de champ magnétique induit un courant électrique, et au contraire, si vous retirez, elle est où la figure? Pourquoi j'ai deux fois la même? C'est pas normal. Ah oui, sens du déplacement. Non, voilà. Si vous retirez l'aimant, le champ magnétique va diminuer, ce qui va se traduire par un courant induit dans l'autre sens. Alors, pourquoi ce phénomène? C'est là que c'est très très particulier. Si on analyse les choses de plus près, je ne sais pas si vous avez encore 5 minutes. Vous avez encore 5 minutes ou pas? Bah, le cours d'après commence à 15h30, donc... Ah ok, bon, je vous prends encore 5 minutes. Sauf si vous voulez poursuivre, moi je poursuis, j'ai pas de contraintes, mais après, bon, vous avez peut-être besoin d'une pause. Ouais, une petite pause, ça pose. Je m'en doute. Alors, on va analyser la figure de plus près. Ici, l'aimant, il avance vers la bobine. Donc, vous avez le pôle Nord qui est là. Si vous regardez la figure, alors ça, c'est une chose, hein, vous devez savoir, vous devez connaître les lignes de champ d'un aimant. C'est vraiment les lignes de champ, elles partent du pôle Nord et elles reviennent au pôle Sud. Je répète encore une fois, les lignes de champ magnétique sont toujours refermées sur elles-mêmes. C'est une loi physique, il y a une raison que je ne vous exposerai pas aujourd'hui. Les lignes de champ électrostatiques vont du plus vers le moins, les lignes de champ magnétique vont du nord vers le sud. Ça, j'espère que vous êtes tous au point là-dessus. Donc, dans le cas de Faraday, ce qui va se passer, je redescends, j'ai perdu ma figure, je suis là.
Les lignes de champ, elles vont du pôle nord vers le pôle sud. D'accord? Elles partent de là, elles reviennent ici. On voit que donc c'est le fameux B indica, ça veut dire le champ B créé par l'aimant. Si on y met un ampèremètre ou un voltmètre, peu importe, on voit apparition d'un courant électrique qui est négatif. Ce courant électrique, il est dans ce sens-là, c'est ce que nous montre l'expérience. Maintenant, si vous prenez votre main droite, ce que je ne peux pas faire moi sur l'écran, vous imaginez que vos 4 doigts, ils suivent les 4 spires qui sont là. Donc vous imaginez que vous mettez le solénoïde dans votre main droite, vous allez avoir votre pouce qui va indiquer la direction de BI. C'est-à-dire que si vous faites abstraction de l'aimant, vous prenez juste votre bobine, uniquement la bobine, et que vous faisiez passer un courant électrique I avec un générateur, vous auriez un champ BI créé dans ce sens-là. Sauf que ce champ-là, c'est pas vous qui le créez avec le générateur, c'est le déplacement de l'aimant qui crée ce courant électrique. Là où je veux attirer votre attention, c'est que ce courant I, il existe de telle manière que BI est en sens opposé de BA. C'est-à-dire que BA augmente et le solénoïde réagit en créant un champ BI qui va s'opposer à l'augmentation de champ magnétique. La bobine, elle freine. Elle essaye, elle voit un champ qui augmente d'un coup et elle s'oppose à cette variation brutale. Lorsque vous déplacez l'aimant dans l'autre sens, j'ai toujours le champ de l'aimant qui va du pôle nord vers le pôle sud. Cette fois-ci, le courant électrique qui est créé par le retrait de l'aimant, ce courant est positif. Et là, si vous prenez votre main droite, avec vos 4 doigts, vous suivez les flèches, vous allez avoir votre pouce qui va aller vers la gauche. Et donc, vous allez avoir un vecteur BI qui va être dans le même sens que BA. Pourquoi? Parce que le champ magnétique de l'aimant va diminuer et la bobine, pour s'opposer à cette diminution, elle va venir créer un champ qui va essayer de le renforcer. En fait, là, vous voyez que BA et BI s'additionnent, alors que là, BA et BI se soustraient. L'idée étant finalement quelque part que dans les deux cas, j'ai une moyenne qui est à peu près constante. Et ça, c'est cette fameuse loi de Lenz qui dit que, et c'est comme ça que vous pouvez trouver le sens du courant induit, le courant, alors c'est une phrase qui est toujours un peu alambiquée, le courant induit va être créé de telle manière que par ses effets, il va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Donc j'approche l'aimant, ça crée une augmentation de champ, la bobine réagit en essayant de diminuer le champ. Je retire l'aimant, je diminue le champ magnétique, la bobine va réagir en essayant d'augmenter ce champ magnétique. Alors cette loi, je ne vais pas vous l'expliquer, elle est liée à des problématiques de conservation de l'énergie. En fait, c'est une manière pour la bobine que l'énergie, elle se conserve, elle reste constante. Ça va jusque-là? Ouais, ça va. Oui, c'est bon. Moi, ouais. Ok. Est-ce que M. Antérion vous a fait, il y a une expérience, non, vous avez les cours d'électricité avec moi, donc vous devez vous en souvenir. Je vous avais dit, le condensateur, c'est un composant, il va s'opposer à des variations lentes ou à des variations rapides de courant. Est-ce que vous vous souvenez? Vous pouvez raisonner soit par analogie. Ça remonte, hein. Ou, ouais, je sais que ça remonte. Soit vous pouvez raisonner. Le condensateur, ça s'apparente à un réservoir d'eau. Votre chasse d'eau, quand est-ce qu'il circule de l'eau? Quand vous tirez la chasse. Plus vous tirez souvent la chasse, plus il y a d'eau qui va couler. Ouais. Ce qui veut dire que le condensateur laisse facilement passer des variations de courant, mais ne va pas laisser passer le courant continu. L'inductance, elle a le comportement inverse. L'inductance, c'est du fil de cuivre que vous avez entouré sur un barreau de fer. Le fil de cuivre, en principe, il n'a pas de résistance. Vous faites passer un courant dedans, le courant passe instantanément. Par contre, vous avez dû voir en TP que l'inductance, plus vous allez faire varier le courant rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, non, je vous montre une autre expérience. Vous allez comprendre où je vais en venir. Rappelez-vous les filtres passe-bas, passe-haut. Rappelez-vous quand je rentre dans la salle de cours et que j'appuie sur l'interrupteur pour allumer les néons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les néons s'allument tout de suite? Non, ils prennent du temps. Ils mettent 1 à 2 secondes. Alors en fait, pour faire l'allumage des néons, on va utiliser une bobine, un solénoïde.
Donc, quand j'appuie sur au moment où j'appuie sur l'interrupteur, il s'écoule un petit temps avant que les néons s'allument. Donc, vous allez voir, je vais vous présenter une expérience de terminal où vous avez deux branches, une branche avec une bobine et une sans bobine. Et vous allez voir ce qui se passe au niveau des lampes. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Ouais, il y en a une, elle est plus éclairée que l'autre. Alors, normalement, elles ont le même éclairage. Mais par contre, est-ce qu'elles se sont allumées en même temps? Non. Non. Laquelle s'est allumée après l'autre? Celle du haut, elle s'est allumée après celle du bas. Ouais, celle du haut s'est allumée après celle du bas. Et celle du haut, qu'est-ce qu'il y a comme composant? Regardez ici, ça c'est quoi? Ah, une inductance, un C'est condensateur. une inductance, c'est-à-dire en fait un solénoïde. Mmh. Donc, ce phénomène-là, pour terminer là-dessus, il est lié justement à ce que j'appelle, ce qu'on vient de parler de la loi Lenz, c'est que si vous n'avez pas de variation, le courant passe sans problème. À partir du moment où vous allez avoir des variations rapides de courant, vous allez avoir des variations de champ magnétique. Et si vous avez des variations de champ magnétique, vous allez avoir création d'un courant induit qui va s'opposer à ces variations. Ça explique pourquoi l'inductance laisse très facilement passer les courants continus, mais a beaucoup de mal à laisser passer les courants qui sont à plus haute fréquence, à cause de ce phénomène d'induction. Voilà. Donc ça explique le comportement de l'inductance en haute fréquence qu'on a vu en électronique. Ça explique pourquoi l'inductance, elle a une impédance qui augmente avec la fréquence. Ça explique pourquoi quand j'allume les néons, ça s'allume 1-2 secondes plus tard. Voilà, ça explique tous ces phénomènes-là. Et on verra que ça a d'autres impacts. D'accord? Je vous laisse digérer tout ça. Et puis je vois si la semaine prochaine, je remets un CM de... Enfin, je pense que je vais remettre un CM de physique. Parce que ça serait bien qu'on termine. Et surtout, je voudrais... Moi, le cours de physique, je l'ai vraiment écrit dans l'objectif qu'on traite, voilà, qu'on parle des câbles. Parce que je veux qu'on explique ce qui se passe avec la pertorse AD, Ethernet et ADSL. C'est tout expliqué ici. Et ça va faire le lien avec le cours d'électronique que vous avez vu en début d'année. D'accord? Ok. Voilà, j'espère que c'était clair. Si ça vous a pas plu, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà. Je ne sais pas comment, par rapport à ce que font mes collègues, ça vous a paru clair ou pas? Non, ça va, c'était clair. Oui, Super. Bon, écoutez, je vous remercie. Écoutez, je vous laisse 20 minutes de pause. Moi, je vais rester voilà, sur Discord de l'après-midi. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK? Ça marche. Ok. Merci. Merci à vous d'avoir suivi le cours et puis passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir.
Ciao.